Mm. Ok, c'est bon, je vois que tout le monde est de retour, donc tout va bien. Alors, ravi de vous accueillir à ce webinaire dédié à la Colombie, donc qui sera animé par la Team France Export Normandie et le Bureau Business France de Colombie, qu'on est ravi d'accueillir en live donc depuis la Colombie cet après-midi en France. On est donc très heureux de pouvoir vous apporter des éclairages sur ce pays qui présente de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs normands et également donc sur la mission à laquelle on vous propose de participer à la fin de l'année au mois de novembre. Xavier, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots, si on démarre avec Ouais, très Business rapidement, France. très heureux effectivement de cette mission et de cet éclairage sur la Colombie, l'Amérique latine et la zone qui a connu la plus forte croissance de nos exportations normandes l'an dernier après l'Afrique, avec presque 4% de croissance sur cette partie du monde, une partie du monde sur laquelle on a aussi des affinités même culturelles, historiques, et puis donc économiques et commerciales. Donc très heureux d'avoir cette programmation d'une mission normande en Colombie à la fin de l'année et cet éclairage sur ce marché. Et très heureux de pouvoir le faire avec notre ambassadeur normand par excellence, qui est Pierre Ramirez, hein, que je salue et que je remercie, qui a tant œuvré également en Normandie avant de partir sur le Qatar et puis maintenant sur la Colombie. C'est à toi, Pierre. Merci. Merci beaucoup. Bah, écoutez, bonjour, bonjour aux entreprises et bonjour aux collègues. Beaucoup de visages connus pour nous ce matin, que je salue bien évidemment. On est vraiment ravis avec l'équipe de Business France ici en tant que correspondant à la Team France Export Local de pouvoir avoir la chance d'avoir cette mission en fin d'année. La Normandie était déjà venue sur un format collectif en 2018. Je salue Caroline, je crois elle est connectée parmi nous. Et donc, on est vraiment très heureux de pouvoir voilà, avoir la perspective de cette mission. La Colombie, et ce sera l'objectif ce matin avec l'équipe, c'est vraiment qu'on puisse vous partager voilà, des tendances, des opportunités, que vous puissiez retenir des choses de ce webinaire et des choses factuelles, des choses qui vont vous marquer, des choses que peut-être vous ignorez sur ce pays qui, vous le verrez, est assez francophone et francophile. En termes d'introduction, moi j'aurais 3 points. Le premier, vraiment très rapidement, et avant de passer au slide suivant, c'est que on voit bien, je pense que les entreprises, vous le vivez au quotidien, les cartes du commerce international ont vraiment été rebattues avec l'administration Trump, et un pays comme la Colombie qui était enfin jusqu'à présent, qui est très factuellement dépendant des États-Unis. Pour vous situer, la Colombie exporte à peu près 28% de ses exportations en volume vers les États-Unis. Et on voit au sein du bureau, par rapport aux derniers entretiens qu'on a pu avoir ces dernières semaines, que les partenaires colombiens locaux, que ce soit des acteurs publics ou privés, ils ont envie de diversifier en fait leurs partenaires, et donc on est convaincu que l'Europe a une carte à jouer. Ça, c'est vraiment le premier message. Xavier le disait, moi je suis en Colombie depuis septembre, on a un fonctionnement sur la zone, on voit que le drapeau français il est plutôt bien présent dans tous les pays d'ailleurs de la zone Amérique latine, ou en tout cas les principales économies, que ce soit le Brésil, le Mexique, ou encore évidemment la Colombie. C'est à peu près 2,3-2,4% de l'exportation française se fait vers l'Amérique latine, et on voit souvent en fait que les grands groupes sont très présents, mais que les PME ETI n'osent pas. Et c'est un peu le mantra finalement aussi de la période à laquelle on est confronté, c'est de pouvoir oser l'export. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Le deuxième point, c'est que la Colombie, on vous l'expliquera, est très francophile, et notamment d'un point de vue économique. Il y a une donnée, moi, qui m'a marqué quand je suis arrivé, et quand on peut la présenter auprès des partenaires publics et privés colombiens, ils sont assez impressionnés, c'est que la France est le premier employeur étranger en Colombie en nombre d'emplois. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure en disant que le drapeau français était quand même plutôt bien implanté. Et la troisième raison pour laquelle, encore une fois, on est très motivé à l'idée de cette mission, c'est que on s'est organisé vraiment de manière très proactive au sein du bureau et au sein de la zone Amérique latine, avec une volonté qui est claire, c'est vraiment d'adresser
encore une fois, des comptes colombiens, c'est-à-dire des personnes qui pourraient demain être votre partenaire, que ce soit un importateur, distributeur, des clients finaux. Donc, il n'y a pas une semaine qui ne se passe finalement sans qu'on fasse ce travail de terrain pour dire, voilà, nous, on est à la disposition, acteurs colombiens, on peut vous mettre en lien avec des entreprises françaises, soit de manière réactive quand on reçoit une demande d'une entreprise française, soit de manière proactive lorsque les Colombiens font état de besoins. On peut aussi, avec le continuum de la Team France Export, voir un peu l'offre française qu'on pourrait proposer en face. Si on avance sur la présentation, et je te remercie Prune pour ton support, on peut avancer sur le slide suivant. Donc rapidement, comment on est organisé? Donc au sein de la zone Amérique latine, il y a 5 pays à bureau Business France, qui, comme je le disais, sont les correspondants Team France Export. Pour les grands volumes, c'est à peu près 1200 entreprises l'année dernière qui ont été accompagnées. Il y a à peu près 500 VIE dans la zone. Et on voit que la Colombie a un bureau plutôt dynamique parce qu'en termes de résultats, en termes d'entreprises accompagnées, on était 3e l'année dernière, derrière le Brésil et le Mexique, qui sont évidemment des marchés plus conséquents. Et puis surtout, les équipes de Business France sont plus nombreuses. Vous pouvez voir qu'on a aussi des partenaires, voilà, dans des pays où on n'est pas directement présent, qui peuvent suivre ces marchés. On peut passer au slide suivant. Ça, c'était voilà, un peu pour avoir une vision globale. Et là, on va rentrer dans quelque chose de plus colombien qui vous intéressera. Donc ça, c'est l'équipe et je les remercie de s'être connectés. Donc Frédéric, Maria Camila, Pauline et Bénédicte prendront la parole successivement sur leur filière de compétences. Quelques chiffres sur notre activité. Donc Business France, on est ici 5 membres permanents. On a aussi Fabio qui est en stage et qui nous appuie actuellement. L'année dernière, on a accompagné 236 entreprises sur le marché colombien. On fait à peu près 80% d'individuels et 20% de collectifs. On a grosso modo 4 ou 5 missions collectives par an avec certains temps forts qui sont récurrents, des formats B2B et puis aussi certains salons sur lesquels la France se positionne et notamment sur la filière de Frédéric avec souvent une délégation française assez conséquente. Et on a aussi cette stratégie qui a été mise en œuvre en fait au sein de la zone qu'on appelle le CAP 500 Amérique latine ou CAP 500 AMLAT. Alors j'en parle également aux entreprises puisque notre idée, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment d'être proactif sur le terrain et à partir en fait des entretiens que nous avons avec des acteurs colombiens, c'est de voir un peu quels pourraient être leurs besoins et donc ces besoins colombiens pourraient se transformer en opportunités pour des entreprises françaises. Et on essaie vraiment d'être actif aussi de ce point de vue-là. Donc voilà un peu la cartographie globale de l'équipe. On est situé au sein de l'ambassade, sur le même plateau que le service économique régional avec lequel on entretient évidemment de bons rapports et ils nous fournissent pas mal d'éclairage. L'équipe France est assez importante en Colombie. On a notamment l'AFD, l'Agence française de développement. Donc c'est le groupe AFD avec Proparco, AFD, Expertise France aussi, sur lesquels ça traduit en fait un engagement fort de la France en termes d'investissement pour des prêts, notamment sur certains projets qui vont avoir de l'impact. On peut passer au slide suivant. Je voulais vous proposer alors je ne sais pas quel est votre degré de connaissance, mais 3 questions et après une carte de la Colombie. La première question, c'était, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose à retenir, c'est que la France est le premier employeur étranger en Colombie avec à peu près 275 finalement filiales colombiennes de groupes français qui génèrent, alors c'est toujours difficile à 1000 ou 2000 emplois, mais à peu près 113 000 emplois en direct et beaucoup plus en indirect. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retenir. Et la France est loin devant. Par exemple, les Américains, ils ont à peu près 90 000 emplois pour vous situer. Et donc la première question, c'était quel groupe originaire de France emploie le plus de personnel en Colombie? Est-ce que c'est Renault? Est-ce que c'est Téléperformance, avec son nouveau nom CTP? Est-ce que c'est Sodexo? Est-ce que c'est le groupe SEB ou est-ce que c'est Decathlon? Alors je ne sais pas si vous voulez fonctionner par chat très rapidement et je vous donnerai la réponse. Alors Xavier dit Renault. Bon, je ne vous ai pas dit le lot, c'est peut-être la CCI qui vous offrira un billet d'avion en première classe pour venir nous voir en Colombie. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Pour l'instant, il n'y a que Rachel dit Décathlon. Bon, j'attends encore quelques secondes, mais je ne serai pas trop long. En fait, la bonne réponse, c'est Téléperformance. Téléperformance, c'est un groupe français à l'origine qui est le leader mondial des centres d'appel. Et ils emploient à peu près un peu plus de 40 000 personnes. Bravo Simon. Ils emploient 40 000 personnes ici en Colombie, ce qui est absolument énorme. Alors pourquoi ils ont 40 000 personnes en Colombie? C'est premièrement parce qu'en fait, les Colombiens sont reconnus pour tout ce qui est formation, et ils sont très très bons dans tout ce qui est service, et ils adressent en fait un marché qui est beaucoup plus global que la Colombie, et on a pu rencontrer d'autres groupes. C'est le cas d'ailleurs du groupe SEB. Donc le groupe SEB, vous connaissez leur marque, Tefal, qu'est-ce qui
il y a d'autres Krups pour les machines à café, etc. Ils sont présents également en Colombie, puisqu'ils ont acheté en fait Imoussa, qui est un acteur colombien important depuis 2011. Et ils ont aussi, par exemple, centralisé pour toutes les Amériques tout ce qui est un peu fonction support, fonction transversale. Après, Decathlon est présent avec 18 boutiques dans le pays. Et puis Renault, alors Frédéric le dirait mieux que moi, mais avec une usine d'assemblage à Medellín. On peut passer à la deuxième question rapidement. C'est pour que vous puissiez prendre de la hauteur avec nous. Donc 2625 mètres, c'est l'altitude de la ville de Bogota. Les personnes sont parfois un peu surprises avec cette altitude. On peut mettre 24 heures à s'habituer. Est-ce que c'est la capitale la plus élevée du monde, selon vous? Rapidement, Xavier dit non, que c'est La Paz. Non, La Paz. Alors vous avez raison, c'est La Paz qui est la capitale la plus haute avec 3650 mètres. Et la deuxième, c'est Quito en Équateur avec 2850 mètres. Donc on est vraiment sur les pays andins. Et en troisième, c'est Bogota. La question suivante, et ça vous donnera un peu quelques éléments aussi sur l'économie colombienne et surtout sur les points forts. On vous a listé 2 propositions qui sont un peu le top 5 par ordre décroissant des principaux secteurs d'exportation de l'économie colombienne. Donc à votre avis, laquelle des 2 propositions est correcte? Donc le top 5, est-ce que c'est la proposition A avec pétrole, charbon, café, fleurs, bananes, ou est-ce que c'est émeraude, charbon, café, avocat, textile? A ou B? Donc il y a beaucoup de A, et effectivement c'est A, ce qui est un vrai sujet. Donc la Colombie est producteur de pétrole, il y a aussi beaucoup d'industries, c'est pas toujours très connu. Il y a également du charbon, même si évidemment ils sont en phase de transition sur le développement durable. Donc il peut y avoir aussi un fort intérêt pour des solutions qui s'appliqueraient justement sur ces champs-là. Sur le café, donc c'est le 3e exportateur mondial. Sur les fleurs, c'est le 2e. Alors le premier, mais il triche un peu, c'est les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas, c'est souvent des fleurs coupées. Et Pauline le dirait mieux que moi, mais c'est plutôt une plateforme des fois de réexportation. En volume, c'est peut-être même le premier, notamment sur les roses, et puis bananes, et puis d'autres produits. Mais voilà un peu la cartographie de l'économie colombienne. Si on passe sur le slide suivant, ce sera la carte. Je vais aller vite, mais vous pouvez retenir que la Colombie, c'est 2 fois la taille de la France en superficie. C'est un pays qui est marqué par la présence des 3 cordillères, occidentale, centrale, orientale, ce qui influence énormément les temps, ce qui impacte les temps de trajet. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas tellement en kilomètres, mais plutôt en temps, quand il y a les cordillères à franchir. Et je voulais vous dire aussi, c'est important que si Bogota, alors c'est un pays voilà, de 52 millions d'habitants, si Bogota avec ses un peu plus de 11 millions d'habitants, c'est la capitale politique, économique, c'est vraiment un centre très important du pays, il y a aussi d'autres villes qui sont intéressantes. Et en fonction de votre secteur d'activité, ça pourra faire l'objet d'un déplacement éventuellement sur la 2e ou 3e journée par rapport au rendez-vous qui pourrait vous être pris. On vous laissera les slides, ils sont, vous voyez, c'est assez détaillé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une politique un peu de distrito, c'est-à-dire qu'en fait, certaines villes ont une reconnaissance politique par rapport à des secteurs forts. Donc Medellín, qui est un poumon économique extrêmement fort, est reconnu par exemple pour tout ce qui est science, technologie et innovation. Et de fait, ils font énormément de choses dans les industries culturelles et créatives, tout ce qui est aussi digital nomade, c'est-à-dire des personnes qui, je sais pas, sont codeurs ou autres, vont passer quelques mois à Medellín. C'est vraiment une spécialisation de cette ville. Et il y aurait d'autres spécialisations sur Cali ou sur Barranquilla ou sur d'autres destinations. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut avancer. Slide suivant. Donc, des raisons factuelles d'intégrer la Colombie à votre stratégie. On en a listé 10. La première, c'est qu'il y a une biodiversité très riche et beaucoup de ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, de par sa géographie, la Colombie est quand même un pays à considérer. Le deuxième élément, donc, c'est la population. Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est la 3e population d'Amérique latine. Donc, l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est 34 pays, c'est 668 millions d'habitants. Et donc, la Colombie, c'est à peu près 8% du total de la zone. Donc c'est un marché voilà, avec des consommateurs, même s'il y a de fortes inégalités, il y a quand même une classe moyenne qui est importante et puis une classe aisée qui a les moyens. C'est un pays très inégalitaire, qui fait souvent partie d'ailleurs des pays les plus inégalitaires au monde quand on prend le coefficient de Gini. Si on passe sur la 3e raison, donc le pays est membre de l'OCDE et aussi de la communauté andine. Donc sur certains règlements, c'est intéressant quand un pays est membre de l'OCDE puisqu'il doit s'y conformer. Donc il peut y avoir des choses proches des pays, notamment de la France ou autres, qui sont avec lesquels vous travaillez ou vous exportez. Le 4e critère, ce serait lié à l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue douanier. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des avantages avec une absence de droit de douane sur certains produits ou alors une baisse significative. Mais ça, vous avez aussi une hotline, un service réglementaire au sein de la CCI qui pourra vous conseiller. La 5e raison,
je vous en parlais tout à l'heure, la formation, qui est vraiment quelque chose, moi, qui m'a été dit par beaucoup de patrons ici, qu'ils soient français ou non colombiens, mais en disant que la main-d'œuvre est vraiment très bien formée en Colombie, avec des gens qui ont un sens du service, qui sont extrêmement sérieux. Et on le voit dans certains baromètres ou dans certaines études comparatives. Donc, si demain vous travaillez avec des Colombiens, ça peut être extrêmement intéressant. Le sixième facteur qui arrive, donc c'est les zones franches. Sur certaines villes, il peut y avoir aussi des avantages. On recevra d'ailleurs la semaine prochaine les responsables de la zone franche qui gèrent notamment celle de Bogota. Donc ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête. Le septième critère, il sera lié donc sur tout ce qui est urbanisation. Donc la Colombie, l'Amérique latine est un continent très fortement urbanisé. On doit être à 77-76% sur l'échelle de la zone. Et la Colombie, c'est 80%, avec Bogota qui fait partie des 6 mégalopoles, donc des 6 villes de plus de 10 millions d'habitants d'Amérique latine, qui est vraiment une ville extrêmement importante, un carrefour économique à considérer. Et assurément, vous pourrez avoir des rendez-vous ici. La huitième raison, on peut avancer, qu'on vous a listé, donc c'est lié aussi à Bogota, c'est la super, on va dire, connectivité de l'aéroport Eldorado, qui l'année dernière a enregistré vraiment une très forte affluence. Il fait vraiment partie du top 3 des aéroports maintenant d'Amérique latine, avec aussi de nouvelles compagnies. Tout à l'heure, Xavier parlait du Golfe, mais Emirates maintenant dessert depuis l'année dernière Bogota en direct, et Qatar Airways va s'y mettre aussi via le Venezuela. C'est un aéroport qui a de plus en plus de destinations et pour lequel il y a aussi des projets d'expansion, y compris pour le fret. Donc ça peut être très intéressant pour adresser soit le reste de l'Amérique du Sud, soit l'Amérique centrale, voire l'Amérique du Nord. La neuvième raison, l'inflation, elle est plutôt contrôlée. Donc, si les indicateurs économiques, on vous a préparé une page, mais que je ne commenterai pas parce que tout ce qui est croissance, vous pouvez le prendre en compte. Mais bon, ce qui est important pour vous, c'est plutôt les opportunités. En revanche, l'inflation, voilà, c'est un indicateur qui est contrôlé localement. Et la dixième raison, c'est le carrefour stratégique. J'en ai parlé et on peut ajouter la double façade maritime. Alors ceux qui aiment bien les cartes et la géographie le savent, mais la Colombie, c'est le seul pays d'Amérique du Sud à avoir une double façade maritime, à la fois vers l'Atlantique via la mer des Caraïbes et puis via le Pacifique, donc qui permet aussi cette ouverture de recevoir des marchandises assez facilement par rapport au port. Le slide suivant, j'irai vite pour après laisser la parole à mes collègues, c'est sur la vitalité de la relation franco-colombienne. Parce qu'on peut toujours vous dire, ah, les Colombiens ou les Péruviens ou je ne sais pas qui adorent les Français. Là, factuellement, on a vraiment des bonnes raisons de les montrer. Premièrement, donc la Colombie, c'est le troisième client de la France en Amérique latine, donc c'est quand même une position qui est à prendre en compte. Facteur suivant, alors ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que ça ne l'est pas, parce que c'est la chambre de commerce, vous savez, les chambres de commerce bilatérales, franco-colombiennes, italo-colombiennes, canado-colombiennes, etc. Et en fait, la CCI franco-colombienne est la plus ancienne chambre bilatérale du pays. Donc on voit que très tôt, il y a eu justement des entrepreneurs français qui étaient présents ici et qui ont fait des affaires avec les partenaires colombiens. La troisième raison sur la vitalité ou l'illustration, c'est la Team France Export qui est vraiment bien en place, et je le dis parce que Xavier le disait, on a pu travailler dessus en Normandie, et ici on a vraiment une super alliance partenaires publics et privés, donc c'est quelque chose qui est important pour vous offrir des solutions en fonction de vos besoins. La raison suivante par rapport à cette vitalité, c'est sur le plan universitaire. Il y a de plus en plus de Colombiens qui vont étudier en France, donc actuellement il y en a 4000. C'est la deuxième communauté d'Amérique latine derrière les Mexicains, et il y a à peu près 1000 étudiants français qui sont en échange ici en Colombie. Et le nombre d'accords entre universités et centres de recherche aussi, il explose. Nos collègues du SCAC me disaient qu'il y a quelques années, on était à peine à 200, et là on est à 485. Vous voyez vraiment une explosion de coopération. Raison suivante, donc c'est la francophonie. Ça aussi, dans mon rapport d'étonnement, ça m'avait marqué sur le premier mois lorsque j'ai eu un entretien avec le directeur de l'Alliance française de Bogota. Déjà, il y a 12 alliances françaises réparties vraiment dans les principales villes du pays et des villes plus moyennes. Et la Colombie, c'est le 6e pays au monde en termes d'apprenants de français par an. Donc c'est quand même énorme puisque c'est pas la 6e population au monde. Donc on voit aussi ce côté très francophile, même si le français fait plus partie des cursus obligatoires. Les générations plus anciennes parlent souvent très bien français, et les plus jeunes l'étudient, alors plutôt en option à l'université, mais il ne sera pas impossible que vous ayez des partenaires qui aient quelques mots de français, ou alors qui soient francophones. Facteur suivant, alors ça c'est intéressant, c'était une étude du SCAC, donc du service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade, qui a été menée. C'était sur l'image du français, et donc il y a eu un échantillon assez conséquent de Colombiens qui ont répondu. Ils disaient que 96% avaient une image positive de la langue du français, qui était perçue vraiment comme une langue de travail utile et de succès professionnel, donc tant mieux si on a cette image-là.
Raison suivante sur la vitalité, donc c'est la connexion. Je reviens à l'aéroport, donc Bogota, vous pouvez venir en direct avec deux compagnies aériennes, soit Avianca, qui est la compagnie nationale colombienne, il y a 5 vols par semaine, soit il y a un vol quotidien Paris-Bogota avec Air France ou Bogota-Paris, c'est dans les deux sens. Donc ça aussi, c'est un facteur important. Et la dernière raison, c'est, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais la France est le premier employeur étranger en Colombie, donc c'est quelque chose d'extrêmement encore une fois, impactant sur la dynamique de la relation. Je vais laisser on peut avancer sur le slide suivant et je vais laisser, bon ça je vais pas trop le commenter parce que c'est si vous êtes intéressé, après on pourra rentrer dans le détail, mais grosso modo les 5 conseils qu'on donne pour la prospection, c'est un partenariat, une présence. On est sur des pays latins, il faut créer une relation interpersonnelle, la persévérance aussi. Et la perception, par contre, qui peut faire parfois un peu défaut, c'est-à-dire que l'Amérique latine et la Colombie, on reprend le titre d'un livre qui avait été écrit par un diplomate, Alain Rouquier, dans les années fin des années 80, qui parlait d'extrême occident, en faisant référence à l'Amérique latine, c'est-à-dire qu'en fait, on croit que c'est très proche de la France ou de l'Europe, mais il y a quand même des spécificités culturelles. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont proches, donc il faut toujours arriver, voilà, à considérer que c'est une zone à la fois culturellement proche, et Xavier le disait, mais avec ses spécificités et aussi à prendre en compte dans une démarche de prospection. Et puis après, tout ce qui est communication, réseaux sociaux est extrêmement important. Je vais laisser la parole à mes collègues et je crois que c'est Frédéric donc pour le chiffre clé opportunités et tendances. Et donc Frédéric va vous parler de cette dynamique sur tout ce qui est industrie et clean tech. Et à la fin des interventions, si vous avez des questions, on y répondra bien volontiers. Merci. Donc, bonjour, vous m'entendez bien? Vous me voyez dans le coin de l'écran. Donc, bonjour à tous, Frédéric Martiquet. Donc, moi, je suis en charge de la filière industrie clean tech. Donc, on va maintenant parler des opportunités, un peu des secteurs ici en Colombie. Donc, la filière et les secteurs de l'industrie clean tech, c'est vraiment un terrain très fertile pour les investissements. Il y a beaucoup de filiales françaises, justement, qui sont sur cette filière, donc sur le secteur de l'infrastructure, de l'énergie et de la mobilité. Si on parle un peu, on va parler un peu, essayer de voir un certain nombre de secteurs. Donc, au niveau plus infrastructure, aujourd'hui, la Colombie est en pleine expansion de ses infrastructures sociales. C'est un secteur qui est vu comme stratégique pour soutenir la croissance du pays et améliorer la qualité de vie de sa population. Comme disait Pierre, on a de plus en plus, on va dire, on a une classe moyenne montante et de plus en plus importante. Donc, avoir ces infrastructures aussi pour accompagner ce développement est important pour les gouvernements tant nationaux que les administrations locales. Donc, il y a divers types de projets, des projets de logement, par exemple, des logements sociaux, avec des infrastructures urbaines qui sont importantes, dans les zones rurales, mais également dans les grandes villes, telles que Bogota, Medellín et Cali. Également au niveau éducation, tout ce qui est établissement scolaire, universitaire sont en pleine modernisation, hein, parce que il faut suivre l'air du temps, et avec qui requièrent de nouveaux bâtiments et pour accueillir toute la les nouvelles populations étudiantes, qui là encore est croissante de par cette évolution de la société colombienne. De plus en plus de jeunes ont la possibilité d'étudier à l'université, par exemple. Également au niveau secteur de la santé, mais je pense que ma collègue Bénédicte y reviendra après mon intervention, donc par la suite. Donc, il y a aussi une grande transformation au niveau du secteur de la santé avec des projets aujourd'hui de construction d'hôpitaux et de centres médicaux, plus particulièrement dans les zones un peu périphériques. Les grandes villes, généralement, sont bien dotées. Après, c'est plus dans les plus petites villes. Il faut juste savoir que ces investissements aujourd'hui, ce sont des projets parce qu'on est en pleine réforme de la santé. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Donc, il faut être prêt. Et bon, ça, je laisserai Bénédicte peut rentrer en détail. Donc, tout ça pour dire que toutes les entreprises qui travaillent dans la construction, l'architecture, l'ingénierie, les technologies environnementales peuvent se positionner sur des projets, comme vous voyez, des projets d'envergure et apporter vraiment cette expertise qu'on peut avoir sur la durabilité, la qualité de la construction et l'innovation, les innovations technologiques. Maintenant,
également pour accompagner, donc ça va de pair, hein, tout ce qui est le marché, un marché qui est très actif, c'est tout le marché de la gestion des déchets, des clean tech. Donc il faut savoir que la gestion des déchets, c'est quand même un marché qui est estimé à 4,5 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 4,3%. Et donc, il y a vraiment, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, on a eu la COP16 l'année dernière en Colombie. Donc, c'est tout ce qui est la COP de la biodiversité. Ça a donné un nouvel élan aussi, une nouvelle prise de conscience au niveau des populations de cette importance de prendre soin de la planète et de prendre soin de la Colombie, de sa terre et de son patrimoine. Donc, avec cette pression, on va dire écologique, on cherche à développer des projets de gestion des déchets plus efficaces, en mettant l'accent sur tout ce qui est recyclage, gestion des déchets plastiques, élimination des déchets industriels, et également tout ce qui est gestion des déchets organiques et production d'énergie verte. Donc, on est aussi sur la partie waste to energy et ça peut être aussi des opportunités pour les entreprises. Donc, également, alors là, c'est un point, c'est un peu un secteur plus de niche, c'est tout ce qui est énergie éolienne offshore. Donc aujourd'hui, il y a 9 entreprises qui sont intéressées pour l'installation entre 1000 et 3000 mégawatts d'énergie éolienne en mer. Alors je sais que là en Normandie, c'est un peu un leader. Il y a des projets offshore et des entreprises donc du coup spécialisées dans cette technologie éolienne. Il y a de très beaux projets qui sont en cours en Normandie et ça peut peut-être ouvrir la porte à un transfert d'expertise et à des partenariats pour les projets en Colombie. Au niveau également, il y a la possibilité de collaboration avec des entreprises locales pour l'installation et la maintenance des parcs éoliens. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans la construction d'un parc éolien, mais vraiment d'accompagner au niveau des compétences de nos entreprises, au niveau de la maintenance et à tous les équipements spécifiques qu'on pourrait offrir. Au niveau également du plan directeur, en fait, de partie mobilité. Donc, il y a un plan très ambitieux donc plan directeur de transport intermodal. Donc, ce plan comprend 52 projets autoroutiers, une centaine de projets routiers, une trentaine de projets aéroportuaires pour moderniser les principaux aéroports du pays, y compris l'aéroport de Bogota, et des projets ferroviaires et fluviaux. Il faut savoir que la Colombie, historiquement, était un des premiers pays ferroviaires en Amérique latine, mais de par sa géographie, ça a été quand même difficile à maintenir par rapport au coût des 3 cordillères dont parlait Pierre tout à l'heure. C'est quand même, voilà, c'est pas le meilleur terrain pour faire du ferroviaire. Mais il faut savoir que c'est aussi un pays d'eau, énormément de fleuves. Donc, on utilise ce mode de transport également pour toute la partie logistique, parce que les coûts logistiques en Colombie sont extrêmement élevés au niveau interne. Il faut passer encore une fois ces 3 cordillères, même si ce projet autoroutier, ces projets routiers cherchent vraiment à stimuler un peu et améliorer cette mobilité et surtout à réduire les coûts de logistique. Alors, je sais qu'on a passé un peu une liste des entreprises qui nous suivent aujourd'hui. Donc, j'ai vu que par rapport, je parlais peut-être plus spécifiquement de certains projets, peut-être, pour des opportunités, voire des opportunités. Donc, je vois qu'il y a une entreprise qui travaille tout ce qui est test physique et mesure de milieu industriel. Donc, c'est RN, je pense que j'espère qu'ils sont connectés. Donc il y a des projets, il faut savoir aussi que la Colombie est un pays minier, Pierre en parlait. Il y a un gros projet, c'est une grosse exploitation sur Cerrejón, une exploitation minière de charbon à ciel ouvert, et toutes ces mines, celles-là et d'autres, sont en pleine modernisation également. Donc, besoin d'équipements pour tester les performances et les installations et garantir leur fiabilité. Et ça peut être un terrain, voilà, on les connaît bien, le Cerrejón.
Il y a également au niveau secteur pétrolier énormément de projets qui sont en cours, surtout bon, sur la zone de Casanare, qui peut être également, qui ont besoin d'équipements aussi de tests, surtout en conditions extrêmes. Savoir que la Colombie est aussi un pays de conditions extrêmes de par sa situation au niveau de l'équateur. Et quand on descend au niveau, au niveau de la mer, même si à l'intérieur, donc zéro, on peut arriver à des températures de 45 degrés toute l'année, avec des taux d'humidité extrêmement importants. Donc c'est important de savoir. Également au niveau, donc là, il y a une autre entreprise qui est plus dans la conception et production de chariots de manutention. Et là, je pense qu'on peut mettre l'accent sur toutes ces zones logistiques et ports. Et il y a un grand développement de nouvelles zones franches et de ports logistiques en Colombie. Elle vraiment implique un besoin d'équipement spécialisé pour la manutention. Donc, ça pourrait être là une opportunité, entre autres. Là, ça serait vraiment pour voir qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Également sur la logistique internationale, tout ce qui est, on cherche, la Colombie, comme je disais, cherche à optimiser les flux logistiques. Et il y a une expansion, donc on parle de l'aéroport de Bogota, mais il y a un projet d'extension de l'aéroport de Bogota. Donc, ce projet d'agrandissement de l'aéroport représente une occasion pour pouvoir présenter des solutions logistiques, gestion des flux de marchandises, optimisation des espaces de stockage. Ça pourrait être vraiment une belle opportunité. Et également, au niveau des zones, il y a des zones logistiques intermodales, comme on parlait avec les différents modes, avec le fluvial, avec le routier, l'autoroutier, donc ces zones logistiques qui vont demander aussi de gérer l'interconnexion des transports. Et finalement, pour laisser un peu de temps à mes collègues et pas trop parler, donc tout ce qui est, je vais revenir par rapport sur deux secteurs, le secteur pétrolier et le secteur minier, pour tout ce qui est équipement industriel. Il y a également il y a des grands champs, on est en étroite relation avec Ecopetrol, qui est le premier producteur de pétrole ici en Colombie, qui est un grand projet, c'est le Campo Rubiales, qui a besoin de solutions de pompes, de solutions de maintenance pour l'exploitation de ces opérations. Et également, voilà. Et puis bon, pour revenir pour Cerrejón, il y a vraiment une grande diversité d'entreprises minières, en sachant que nombre d'entre elles, tant pétroliers, et on va dire industrie extractive en général, il y a beaucoup de multinationales qui sont à la tête de ces compagnies d'extraction, et donc avec une avance un peu sur les différentes solutions qui peuvent être mises à leur disposition. Donc voilà les grandes lignes avec quelques petits projets qui pourraient être de votre intérêt sur la filière industrie clean tech. Je passe maintenant peut-être la parole à ma collègue Maria Camila. Merci beaucoup, Fred. Donc, par rapport au secteur numérique en Colombie, la Colombie, c'est un pays qui est déjà bien connecté. Parmi la population de plus de 5 millions d'habitants, on observe qu'il y a plus de 90% qui ont déjà accès à l'Internet 4G et 5G. Et on trouve même plus de connexions mobiles avec 78 millions de connexions mobiles, ce qui montre un peu la transition de comportement de Colombiens vers la technologie et la digitalisation de plusieurs activités de la vie. Ça se montre également pour la représentation du secteur des logiciels, technologies de l'information qui représente 3,5% du PIB du pays. Ce qui est intéressant de la Colombie, c'est que grâce à sa position stratégique au milieu de l'Amérique, ça permet que plusieurs groupes internationaux décident de confier aux équipes qui sont basées en Colombie des activités transversaux en tant qu'hub d'affaires ou même RH, marketing, financière. Donc, ça montre aussi des opportunités pour des sociétés qui développent des logiciels pour faciliter l'efficacité opérationnelle de plusieurs activités.
pas seulement pour les grands groupes internationaux aussi, mais pour des sociétés qui sont appelées multilatinas, c'est-à-dire qui sont présentes aussi dans la région andine, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Mais grâce à cette digitalisation de plusieurs informations, de plusieurs données, c'est aussi important l'aspect cybersécurité. La Colombie a perçu 46% des entreprises en Colombie ont suivi des fuites des données confidentielles et le gouvernement également a suivi des grands problèmes de fuite des données parmi les entités publiques. Donc c'est pour ça qu'il est plus ouvert à trouver des solutions en cybersécurité. C'est ce qui est un aspect important à souligner, c'est que la Colombie est classée au 7e au monde en matière de gouvernement numérique, même avant la France, qui est la 9e. Et donc, ça montre aussi ce besoin de protéger, mais également l'ouverture du gouvernement pour le faire. Et sur la digitalisation, on voit aussi que la Colombie, c'est le 3e marché le plus important de commerce électronique et ça aura des conséquences aussi également sur tout ce qui est les habitudes de paiement, les moyens de paiement, les façons d'achat, l'expérience digitale, pas seulement au magasin, mais aussi sur des sites web. Ça inclut aussi les potentiels pour des solutions marketing intéressantes. Et sur une note plus musicale, je veux dire culturelle, les industries créatives et culturelles en Colombie ont reconnu aussi un développement important ces dernières années. Peut-être vous n'êtes pas au courant, peut-être vous connaissez des acteurs comme Shakira, qui c'est une chanteuse assez connue, ou Gabriel García Márquez, qui c'est les nouvelles de littérature, mais maintenant le genre urbain est très important, très populaire aussi parmi la population au monde. Parmi les top 10 chanteurs plus écoutés au monde, on trouve Karol G et Fate qui sont originaires de Medellín et qui offrent ce type de musique. C'est sur la prochaine. Merci beaucoup. Donc, pour entrer un peu plus sur quelles sont les opportunités ou les transformations qu'on perçoit sur plusieurs sous-secteurs du secteur numérique. Tout d'abord, le commerce électronique en Colombie, comme je disais, a reconnu une hausse importante et vers 23 milliards d'euros l'année dernière et avec une augmentation de 21% du nombre des transactions, disant que les Colombiens font plus confiance à acheter en ligne, que ce n'était pas du tout le cas quelques années avant. Les secteurs plus populaires sont la technologie, l'achat pour les loisirs, soit des voyages, soit des concerts, les commerces de détail, bien évidemment, et il y a d'autres secteurs qui reconnaissent aussi une hausse comme l'achat des livres, les objets maison, décoration, la mode et la beauté. Et après, comme je disais, cette expérience digitale pour les achats, ça montre aussi la nécessité de diversifier un peu l'expérience de consommateur en ligne et en présentiel. On trouve de plus en plus des solutions, par exemple, dans la caisse de paiement avec la technologie LFRIT. Également, on trouve des solutions click and collect, des stratégies marketing liées aux réseaux sociaux pour faire tout ce qu'il s'appelle live shopping. Il y a même des magasins colombiens qui se trouvent déjà sur les métaverses, donc ça permet aussi d'introduire des technologies sur les secteurs retail et innover dans l'expérience du consommateur. Vraiment très liées, des solutions fintech sont assez recherchées. La Colombie, c'est un pays où 80% de transactions se font en espèces. Donc, maintenant, il y a des nouvelles solutions locales comme les portefeuilles digitales qui sont assez utilisés par les Colombiens en disant que via son numéro de téléphone, ils arrivent à se connecter à la banque et envoyer de l'argent. Plus prochainement, il y aura aussi la nouvelle solution issue de la Banque de la République qui s'appellera Brevet et qui permettra les paiements entre banques, différentes banques, ce n'est pas du tout le cas maintenant. Donc, il faut attendre quelques heures ou même 2 jours pour avoir un virement en temps réel entre banques qui ne font pas partie du même groupe. Donc, des solutions qui permettent de faciliter les paiements et de digitaliser aussi les transactions sont cherchées en Colombie. Lié aussi au retail, on voit qu'il y a des solutions buy now, pay later ou acheter maintenant, payer plus tard pour donner l'accès au crédit pas traditionnel aux autres personnes. Donc, tout ce qui est solution
tech est également très cherché en Colombie. Et dans une autre note, comme je disais, pour la cybersécurité, il y a une augmentation des menaces cyber dans ces dernières années. Ça comprend les vols de données, l'accès non autorisé à des systèmes, l'usurpation des sites web, les transferts non consensuels, des arnaques via de SMS pour recevoir de l'argent. Et également des sociétés avec qui on échange souvent, soit des intégrateurs ou même des développeurs des solutions qui expliquent que même s'ils connaissent bien leur métier pour développer des solutions technologiques, la partie sécurité reste un souci. Il y a à reconnaître que les acteurs colombiens ne sont pas du tout prêts pour les menaces qui arrivent. Et là, on trouve une opportunité pour les acteurs français, déjà parce que le cadre colombien est vraiment basé sur les cadres de RGPD et de cybersécurité pas seulement l'Union européenne, mais aussi la France. Et maintenant, avec l'évolution du contexte mondial, ça va aussi la voix aux acteurs français, vu que historiquement, la Colombie était plus proche sur tout ce qui était aspect cybersécurité des États-Unis. Mais maintenant, il y a une opportunité pour d'autres acteurs à venir. Et par rapport aux industries culturelles et créatives, même si on trouve plusieurs talents en Colombie, c'est vrai qu'il y a un besoin de professionnalisation. Disons que des solutions technologiques pour la gestion des droits, la diffusion numérique, la réalité augmentée, ou même pour favoriser la digitalisation de la distribution et les événements, c'est très important. On a eu l'opportunité d'organiser le premier forum de l'entrepreneur franco-colombien en septembre 2024 où nous avons accompagné une société française qui utilisait du blockchain pour aider les artistes à avoir la traçabilité des droits et des diffusions de leurs offres. Donc, ces sortes de solutions est toujours bienvenue en Colombie parce qu'il faut vraiment professionnaliser tous les artistes qui sont déjà sur les secteurs. Et il y a aussi une grande ouverture pour les coproductions audiovisuelles et même pour les jeux vidéo. C'est un sujet que la France connaît très bien, mais que la Colombie commence à explorer. Et donc, c'est un aspect aussi à avoir. Et finalement, pour la partie type tech, récemment, le gouvernement a lancé la stratégie Colombie intelligent avec un focus sur l'intelligence artificielle et les technologies quantiques, des sujets que la France connaît très bien et que la France est très bien positionnée. Donc, ça ouvre l'opportunité aux sociétés qui ont des solutions assez diverses. Ma collègue Freddy a déjà expliqué par rapport à la transition énergétique. Je sais que Pauline, on parle plus pour les applications pour l'agriculture et ma collègue Bénédicte pour la santé. Donc, la technologie est vraiment bienvenue dans plusieurs sous-secteurs. Dès qu'il y a cet aspect de technification ou des technologies plus sophistiquées, ça reste très concurrentiel pour la Colombie parce qu'en Colombie, même si le secteur de logiciel a connu un développement important, les talents qu'on trouve en Colombie restent assez juniors. C'est un talent de base, plus opérationnel, mais on a besoin d'une spécialisation. C'est là où on manque de solutions, où les talents des cabinets de conseil pour qu'ils quittent cette transition. Et maintenant, je donne la parole à ma collègue Pauline. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis responsable de la filière agrotech et aujourd'hui, on va aborder 5 sous-secteurs porteurs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la Colombie, c'est un pays agricole de premier plan au niveau mondial et le secteur joue un rôle économique et social important. C'est presque 10% du PIB et le secteur a progressé de plus de 8% l'année dernière, notamment grâce au café et à l'élevage. Donc, c'est vraiment un des piliers essentiels de la croissance du pays. Et sa surface agricole utile, elle est d'environ 45 millions d'hectares, donc c'est à peu près 1,5 fois celle de la France. Et ce sont 4,6 millions d'hectares dédiés aux cultures végétales, donc ça c'est un peu moins de la moitié de celle de la France. Et c'est 39 millions d'hectares qui sont dédiés à l'élevage. Alors sur le premier sous-secteur qui est l'agriculture, le pays bénéficie de conditions géographiques exceptionnelles, avec des conditions climatiques et topographiques qui sont variées et qui lui permettent de cultiver toute l'année. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage face à d'autres pays producteurs qui sont concurrents dans la zone.
Et la Colombie a vraiment tout le potentiel pour devenir le grenier du monde à l'avenir. Sa surface agricole utile est considérée comme étant encore sous-exploitée. Le pays exploite à peu près 12% des 40 millions d'hectares de terres arables qui sont comptabilisés aujourd'hui. On l'a dit aussi précédemment, le pays il est traversé par 3 cordillères, donc ça rend sa géographie parfois difficile. Et le secteur agricole est composé donc plutôt d'exploitations de petite taille. Et le secteur est aussi plutôt hétérogène. Donc vous avez d'un côté les cultures d'exportation qui sont technicisées, et vous avez de l'autre côté l'agriculture plus rurale, donc qui accuse de grands retards de mécanisation. Donc vous avez un peu les deux aspects qui cohabitent. Et le pays se positionne comme une puissance exportatrice de premier plan. C'est le 2e producteur mondial d'avocats, le 4e producteur mondial de café, 2e exportateur mondial de fleurs coupées, et c'est un exportateur significatif de bananes, de mangues, d'ananas, de citrons, de cacao. C'est le 1er pays en productivité sur la canne à sucre, par exemple. Donc voilà, pour vous donner quelques exemples de ce qui se produit dans le pays. Il y a peu de production de céréales. Le pays il est très dépendant des importations, en grande majorité en provenance des États-Unis, en ce qui concerne le maïs et le blé. Et donc, pour adresser ces marchés internationaux, les producteurs ils ont besoin de se conformer aux standards des pays de destination, donc notamment en termes de résidus de produits chimiques et de qualité. Et la production s'élève à près de 2 millions de... le secteur doit également relever des défis de préservation de l'environnement et de changement climatique. Donc les opportunités sur l'agriculture, elles vont porter sur les intrants, sur les bio-intrants. Il devait y avoir Angibo qui était connecté, je ne sais pas s'ils sont connectés aujourd'hui, mais voilà, c'est un secteur qui a des opportunités pour la société. Il y a des opportunités aussi sur tout ce qui est équipement pour le travail du sol, qui serait plutôt adapté à la géographie du pays. Sur l'agriculture de précision, pour l'optimisation de l'utilisation des ressources, les systèmes d'irrigation et toutes les solutions de protection de la biodiversité, des drones, des capteurs, voilà, tout ce qui est agtech. Le 2e sous-secteur, c'est l'élevage. Alors lui aussi, c'est un secteur qui a une grande importance économique et sociale dans le pays. Vous avez aussi deux filières qui sont assez technicisées, la filière porcine et la filière avicole. Et vous avez de l'autre côté l'élevage bovin qui est extensif et qui se caractérise plutôt par un faible niveau de productivité. Le secteur de l'élevage, il a progressé de 6% l'année dernière, donc c'est quand même remarquable. C'est aussi un des moteurs de l'économie. Et la Colombie, c'est le 4e cheptel bovin dans la région Amérique latine et c'est le 13e mondial avec 29 millions de têtes. 80% des exploitations possèdent moins de 50 têtes et 16% entre 50 et 250. Donc là, on se rend bien compte avec ces chiffres que le secteur est plutôt composé de petites exploitations. Et autre fait remarquable, c'est le 2e cheptel mondial de la race normande, derrière la France. Donc c'est à peu près 1,3 million de têtes en Colombie. Et le secteur bovin, il est exportateur aussi bien d'animaux vivants que de viande, donc vers des pays comme l'Irak, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, le Venezuela, ou la Russie, la Chine et le Chili. Alors sur le secteur porcin, c'est plus de 10 millions de têtes, c'est une production de 608 millions de tonnes l'année dernière. C'est une filière, comme on le disait, qui est technicisée. Et la consommation, elle est croissante, à peu près 8% par an. Elle atteint 15 kilos par an et par habitant. Et l'aviculture aussi, elle est technicisée. C'est une production d'environ 2 millions de tonnes de viande et 18 milliards d'œufs l'année dernière. C'est aussi ce qu'il faut retenir, une progression de 7% sur les œufs et plutôt stable sur la viande. Alors là, les opportunités, elles vont porter sur des systèmes de traite, de production laitière, les systèmes d'irrigation pour le fourrage, des systèmes de monitoring physique, des drones, des caméras, des softwares pour les parcelles, des systèmes de monitoring d'administration de l'exploitation, des graines pour le fourrage, de l'alimentation, donc notamment des substituts de lait pour les jeunes animaux, des suppléments, des couveuses et des équipements de classification des œufs, de la génétique et à l'avenir aussi des systèmes d'identification et donc de traçabilité. Alors le 3e sous-secteur, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est une industrie qui est très dynamique, donc pour nourrir une population de 52 millions d'habitants. Donc tout ce qui est produits transformés, les produits laitiers, les boissons, avec un tissu d'entreprise qui est dense, mais qui est malgré tout dominé par le géant national qui est Nutresa, qui détient à peu près 50% de parts de marché.
Donc ce secteur-là aussi, il montre une croissance qui est soutenue, à peu près 8% par an. Et le secteur, il cherche à réduire sa consommation d'eau, d'énergie et favoriser l'économie circulaire et réduire le gaspillage alimentaire. Donc les opportunités, elles vont porter sur des équipements, des solutions qui permettent de réduire la consommation d'énergie, des équipements de transformation, des équipements pour le secteur laitier, la viande, confiserie, chocolaterie et boissons. En ce qui concerne le 4e sous-secteur, les produits alimentaires, la Colombie, elle importe particulièrement des pommes fraîches. C'est le premier client de la France sur le continent américain pour les pommes. Et malgré une production nationale d'une variété infinie de fruits, la pomme, elle est très consommée. Elle arrive en 13e position des fruits les plus consommés. Donc c'est vraiment remarquable quand on voit l'offre de fruits qui existe dans le pays. Et la pomme, elle est importée dans sa quasi-totalité. Il n'y a pas beaucoup de production nationale. Et ces importations, elles proviennent en grande majorité du Chili, mais aussi des États-Unis et de l'Europe. Donc, en fait, quand le fruit n'est plus disponible au Chili, la France parvient à se positionner sur ce marché. Donc, il y a un intérêt grandissant pour la pomme française. Et malgré des droits de douane applicables à la France de 9%, versus 0% pour le Chili et les États-Unis, la France, elle parvient quand même à se faire une place. Elle détient 8,5% de part de marché en volume. Et ça, c'est grâce à la qualité des fruits qui est vraiment reconnue parmi les importateurs. Et la pomme, elle représente la moitié des fruits qui sont importés par la Colombie. Alors, il y a des opportunités aussi pour le kiwi qui est très recherché. Pour l'instant, c'est 6200 tonnes qui sont importées tous les ans. Et alors là, la France, elle est quasiment pas présente sur le kiwi et je pense qu'elle pourrait se positionner comme elle l'a fait avec la pomme. En ce qui concerne les produits finis, ceux qui parviendront à se positionner en prix auront toute la place sur le marché colombien. Les produits gourmets, ils vont plutôt s'adresser à un marché de niche. Le prix, il faut quand même comprendre que ça reste le critère principal encore pour les consommateurs. Donc les produits gourmets vont vraiment s'adresser plutôt à un marché de niche qui a les moyens de les consommer. Et on observe que les produits français, ils sont encore rares dans les rayons des supermarchés. On a quelques marques comme les confitures Saint-Dalfour, quelques fromages des groupes Savencia et Lactalis. Mais enfin, globalement, la France est plutôt absente sur ce marché-là. Et pour terminer, le dernier sous-secteur, c'est les vins et les spiritueux. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché des vins, il est encore jeune, mais il est dynamique. C'est un marché qui est en croissance constante. Au cours des 15 dernières années, on est passé de 0,3 à 1,1 litre par an et par habitant. Alors, effectivement, c'est une consommation qui est encore faible par rapport aux consommations qu'on connaît en Europe. Toutes les périodes de confinement sur la période Covid, elles ont vraiment œuvré pour la démocratisation de la consommation à domicile. Auparavant, elle était plutôt réservée aux occasions spéciales, aux sorties au restaurant. Et c'était plutôt un marqueur social. Mais ça tend vraiment à se démocratiser, donc aussi grâce à des enseignes de supermarchés comme Grupo Éxito et Deuno, qui est le leader du hard discount, qui arrive à proposer des options à bon prix aux consommateurs. Donc le pays, il n'est pas du tout producteur, donc c'est nettement importateur de vin. Les importations, elles atteignent 40 millions de litres et on compte à peu près une vingtaine d'importateurs de vins français. Et le marché, il est vraiment dominé par les vins chiliens à près de 40%, suivi par les Argentins, les Espagnols et les Italiens. Et la France, elle se positionne comme le 5e fournisseur de la Colombie, avec 9% de part de marché. Et les grands bassins de consommation, ça va être Bogota pour presque la moitié, suivi de Medellín et Carthagène, donc qui est le joyau touristique de la Colombie. Les vins européens, ils entrent sans droit de douane grâce à l'accord de libre-échange, mais toutefois, il y a des taxes applicables qui rendent les produits chers dans les rayons pour le consommateur final. Donc, par exemple, un vin français qui serait vendu 6 € en France, il sera vendu à peu près 16 € en Colombie, donc à peu près 3 fois le prix. Donc ça, c'est un sujet important qu'il faut garder en tête. Et les opportunités, elles porteront plutôt sur des produits qui pourront se positionner avec des tarifs attractifs, des vins qui sont faciles à boire, des étiquettes qui sont simplifiées, qui sont faciles à déchiffrer pour le consommateur qui ne connaît pas grand-chose sur le vin. Et les produits premium, ils s'adresseront plutôt à une niche de consommateurs. Et pour finir, il faut garder en tête aussi que pour rentrer sur le marché, pour pouvoir être commercialisés, les produits, ils devront obtenir un registre sanitaire auprès de l'INVIMA. Donc voilà, pour ne pas prendre plus de temps, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le secteur agro. Et je passe la parole maintenant à Bénédicte.
Merci Pauline. Bonjour, donc je suis en charge des filières art de vivre et santé. Donc art de vivre, on entend par art de vivre donc tout ce qui est biens de consommation donc non alimentaire, tout ce qui est cosmétique, décoration d'intérieur, mode, textile, sport et loisirs. Je vais être assez rapide parce que vous avez eu beaucoup d'informations cet après-midi. N'hésitez pas à nous poser des questions à la fin de la présentation. Je vais faire un focus assez rapide, on va dire, sur des secteurs qui sont importants pour l'économie, mais qui aussi offrent de très belles opportunités pour les entreprises normandes. Donc, je vais commencer par le tourisme. Depuis cette ouverture économique qu'a eu le pays depuis, je dirais, une trentaine d'années, il a été clair que le pays a souhaité également se diversifier ses revenus, qui essentiellement venait beaucoup du pétrole, comme vous avez pu voir. Et donc, sous le gouvernement Pétro, il a été décidé que le tourisme allait devenir le nouveau pétrole donc de la Colombie. Toutes ces campagnes en fait de mise en lumière, je dirais, de la Colombie comme une destination touristique a fait que l'an dernier, nous avons accueilli, et c'est un record, plus de 6 millions de touristes, je dirais, non résidents, ce qui en fait qu'aujourd'hui à Colombie, c'est la 3e destination d'Amérique latine. On reçoit à peu près plus de 200 bateaux de croisière par an. Néanmoins, tout ce développement aujourd'hui doit être accompagné d'infrastructures beaucoup plus, je dirais, modernes, de solutions tech, d'activités innovantes, qui fait que ça représente aussi de belles opportunités pour les entreprises françaises. Le tourisme va de pair également aussi avec le développement d'activités sportives. Si vous suivez le Tour de France, vous avez dû remarquer qu'on a quelques grands noms du cyclisme colombien qui participent régulièrement, notamment Nairo Quintana. Et ces activités, ce besoin de faire du sport, en fait, c'est quelque chose de culturel. Et aujourd'hui, Bogota est devenu le premier réseau cyclable en Amérique latine. On dispose de à peu près 400 kilomètres. Et les dimanches et les jours fériés, en fait, un certain nombre de voies sont réquisitionnées, entre guillemets, et deviennent des voies cyclables pour répondre finalement à la demande croissante, en fait, des habitants de la capitale qui souhaitent pratiquer différentes activités sportives en famille. Et aujourd'hui, le dimanche, en tout cas, on est sur un réseau de 500 kilomètres, ce qui est assez important. Sur la santé, et j'irai pour compléter par rapport à ce que disait effectivement Frédéric, aujourd'hui, le système de santé a une couverture, je dirais, universelle. Néanmoins, on a un système de santé à double vitesse. On a le secteur public qui aujourd'hui, effectivement, souhaite développer son réseau d'infrastructures et notamment dans des zones qui aujourd'hui sont difficiles d'accès, avec la création, je dirais, de centres primaires d'attention de santé qui devront être équipés et notamment dans des solutions de télémédecine qui facilitent finalement le diagnostic, la prévention, bien entendu, et l'accès aux soins des populations qui restent encore isolées. D'un autre côté, on a un secteur privé qui fonctionne très, très bien. Pourquoi? Parce que la Colombie, comme le disait très bien Pierre, on a des médecins ultra qualifiés aujourd'hui en Colombie. La médecine est reconnue au niveau régional et notamment des compagnies d'assurance privée de santé ont passé des accords avec la Colombie pour que les patients soient opérés dans le pays. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même, au niveau du dernier ranking de Newsweek et de Statista, 55 hôpitaux colombiens sont aujourd'hui parmi les établissements de santé les plus réputés au monde. Et ce qui est assez intéressant parce que ce sont des hôpitaux qui sont toujours à la recherche de solutions tech, de dispositifs médicaux, d'équipements de dernière génération. Le pays ne produit pas, n'est pas aujourd'hui en capacité de produire ces solutions puisque plus de 80% des dispositifs médicaux sont importés. Il en est de même par rapport aux équipements et aux intrants. Comme je vous le disais, on a des médecins ultra
compétents qui se sont spécialisés. Aujourd'hui, la Colombie est reconnue sur différentes spécialités de médecine. Une qui me semble importante de noter, c'est au niveau de la chirurgie plastique esthétique, donc qui comprend la chirurgie plastique, mais aussi la chirurgie reconstructive. Et une donnée importante, c'est qu'on réalise plus de 445 000, je dirais, actes invasifs, non invasifs par an, ce qui est assez important. Et pour terminer, avec quelques chiffres clés sur la cosmétique, la France est bien sûr le premier fournisseur de parfums et le 5e au niveau des cosmétiques. Il faut savoir, la Colombie est un pays, est une économie résiliente. Moi aussi, ça a été ce qui m'étonne toujours, c'est qu'en dépit de l'inflation, d'une réduction de pouvoir d'achat, les Colombiens consomment énormément et les cosmétiques sont importants, tout comme la mode, c'est-à-dire on préfère se priver, peut-être renier un peu plus sur l'alimentation, mais pour nous, c'est important de prendre soin de soi. Et pareil, tout comme la santé, tout comme la cosmétique, en fait, il n'y a pas de bassin de production sur certaines gammes de produits. C'est pour ça qu'on dépend des importations. Merci, on peut passer sur la prochaine slide. Merci. Donc, par rapport à ce que je vous ai mis en lumière sur la diapositive précédente, les opportunités, elles vont se retrouver. Cosmétique santé, c'est assez similaire, c'est-à-dire on a une production éventuellement locale, souvent de produits de très très bas de gamme. Par exemple, sur la santé, vous allez retrouver une production de médicaments génériques. Quand il s'agit de médicaments avec des molécules un peu plus sophistiquées, on importera soit le médicament, soit effectivement les produits, je dirais les principes actifs. Sur les cosmétiques, c'est la même chose. On a un bassin de production, je dirais, de bas de gamme qui dépend essentiellement d'importation d'ingrédients, puisque même si on a une biodiversité, même si on a des ingrédients naturels, on n'est pas aujourd'hui capable, ou ce n'est pas rentable, en fait, de les transformer dans le pays. Donc, généralement, il y a un aller-retour qui fait que sur des cosmétiques, je dirais aujourd'hui premium, dont les produits sont efficaces, avec des molécules, des précipients actifs assez différenciants, on ira les rechercher et on ira directement les importer. Donc, on a aussi une belle carte à jouer, je dirais, sur le Made in France au niveau des cosmétiques et de la santé. En termes de décoration d'intérieur, et c'est assez important parce qu'il y a eu ce phénomène mondial avec la pandémie, c'est-à-dire on est resté chez nous, le télétravail a fait qu'aujourd'hui, notre intérieur, c'est important, on en prend soin. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de production locale. On produit quelques meubles, mais on n'a pas cette capacité, on n'a pas cette industrie pour avoir des produits finis de décoration premium qui sont recherchés aujourd'hui. Comme disait Pierre, on a une classe aisée qui consomme, on a une classe moyenne qui se consolide et on a aujourd'hui finalement des opportunités pour des produits finis, décoration premium, des linges d'intérieur pour l'hôtellerie. Comme je vous disais, le tourisme se développe sur des segments plutôt écotourisme, haut de gamme, de luxe, mais on n'a pas d'offres en local qui nous permettent en fait aujourd'hui de répondre à cette demande. Et bien sûr, toutes les solutions tech, solutions de produits finis, de décoration sophistiquée sont les bienvenues sur ce marché. En termes de mode, on va retrouver la même chose. On a un bassin de production, une industrie qui peine finalement à être compétitive au niveau exportation. Pourquoi ? Parce qu'il faut des investissements. Aujourd'hui, c'est un pays qui est assez, je dirais, on n'a pas une politique publique en fait pour aider les industries à se moderniser. Donc, d'un côté, on a un bassin de production qui, oui, recherche des solutions techniques pour améliorer sa production, la qualité des produits, pour pouvoir exporter au niveau régional. D'un autre côté, les produits qui sont produits localement restent de bas de moyenne gamme. Donc, on a des opportunités pour les marques étrangères de produits finis. Tendance, bien sûr, mode durable, des produits, comme on disait, très premium en termes de mode féminine pour l'importation. Et tout ce qui est bien sûr tendance sportwear, bienvenue également. Je dis toujours
la Colombie, pour résumer sur les filières art de vivre, on essaye de produire en local, mais on n'arrivera jamais à avoir la qualité européenne. Les goûts des consommateurs sont devenus beaucoup plus cosmopolites et mondiaux, c'est-à-dire on regarde sur Internet ce qui se passe et on a envie d'avoir les mêmes vêtements qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Du coup, il y a une place, je dirais, pour nos marques étrangères, aussi bien en amont de la filière qu'au niveau des produits finis. Tourisme et loisirs, et ça, je ferai un petit focus par rapport aux entreprises qui participent. Effectivement, aujourd'hui, le tourisme, on a un tourisme d'aventure parce qu'on aime faire du sport en Colombie, mais on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les équipements, on n'est pas capable de produire aujourd'hui ces équipements. On recherche des produits innovants, différenciés, de nouvelles je dirais, activités comme parcours. Quand en France, la France a commencé à développer l'activité parcours, la Colombie a regardé ce que faisait et est allée rechercher ses fournisseurs pour commencer à monter finalement ces activités dans le pays. Donc, bienvenue. Bien sûr aussi, on aura de l'intelligence artificielle et tout ce qui est solutions tech pour finalement répondre à cette demande de tourisme internationaux qui fait que quand ils viennent dans le pays, ils veulent avoir aussi un niveau de service, de qualité de service un peu similaire comme dans les pays développés. Et pour terminer sur les centres commerciaux, qui me semblent importants au niveau des vitrines, comme disait très bien Maria Camila, aujourd'hui l'online marche très bien en Colombie. Les centres commerciaux se sont beaucoup développés au cours des 10 dernières années. On a eu plus de 130 de centres commerciaux qui ont été construits, mais qui aujourd'hui, même si encore ça continue d'être l'activité, je dirais, principale en Colombie du dimanche, peinent aujourd'hui finalement à retenir les visiteurs, donc ils recherchent des expériences clients. Donc, on a un calendrier, je dirais, de fêtes commerciales quand même assez important sur la Colombie, à raison de 2 par mois, qui fait que les centres commerciaux ont besoin finalement d'avoir une décoration atypique, différentielle, innovante. Donc, ils recherchent ces produits-là, puisque on en revient toujours, la Colombie n'est pas aujourd'hui capable de produire. Concernant, et dernier focus, et merci d'être patient, concernant les parcs ludiques, aujourd'hui aussi, la Colombie a plus de 400 parcs ludiques où on retrouve des infrastructures, je dirais, mécaniques, mais aussi gonflables. C'est un pays qui aime finalement le dimanche, le samedi, durant les vacances, durant les vacances scolaires. On a 2 calendriers qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de vacances scolaires qu'en France, qui permettent finalement d'être un point d'attractivité pour les familles. Il se développe énormément. Le dernier en date et que je pourrais citer, c'est l'arrivée d'un groupe péruvien qui a investi plus d'1 million, je dirais, dans un parc à Bogota, le Fun Jungle, qui reçoit actuellement et qui attend recevoir plus de 30 000 visiteurs par mois et qui me semble aussi important. Nous ne fabriquons pas tous ces équipements en fait des parcs ludiques, nous sommes obligés de les importer. Donc bienvenue, et en tout cas je reste à votre disposition pour échanger je dirais plus en détail sur les opportunités de nos filières. Merci. Merci beaucoup Bénédicte, merci. Alors, je ne vais pas commenter Prune parce que je sais qu'on a un peu dépassé le timing, mais un grand merci à l'équipe parce que c'est pas un exercice facile. On a essayé d'être le plus global possible. Donc peut-être laisser la parole à Béatrice pour la mission, mais vous l'avez vu, il y a des opportunités énormes, et même par rapport à ce que disait Bénédicte sur le tourisme, la Colombie, c'est le 3e pays d'Amérique latine. Premier, c'est Mexique. Deuxième, c'est République dominicaine, parce que c'est un tourisme de masse. Mais il y a plus de visiteurs chaque année en Colombie, par exemple, qu'au Brésil, ce qui n'est pas forcément intuitif, ou qu'en Argentine ou qu'au Chili. Et si vous venez, évidemment, en mission, vous pourrez aussi être touriste en amont ou en aval. On sera heureux de vous faire découvrir ce beau pays. Je laisse la parole à Prune / Béatrice, peut-être Béatrice. Oui, merci Pierre. Donc oui, on va vous présenter là les quelques dates à retenir pour organiser donc cette mission de prospection commerciale en Colombie du 18 au 21 novembre 2025. Alors effectivement, donc de mai à septembre, on vous propose un entretien individuel avec l'expert sectoriel du bureau Business France Colombie et avec votre conseiller référent Team France Export pour justement identifier vos besoins, vos contraintes et les opportunités sur ce marché colombien.
Et on vous accompagne aussi sur la constitution des aides de demande de financement avec l'AD Normandie. Le 19 septembre, c'est la date limite pour signer le bon de commande et pour justement acter votre engagement sur la mission collective. Et ensuite, de septembre à novembre, voilà, c'est une phase de validation, de ciblage, d'identification et d'approche des prospects. Et puis, voilà, donc c'est aussi une phase de préparation logistique et commerciale pour vous garantir, en tout cas, des prestations de qualité. 18 et 21 novembre, le déplacement sur place, la mission de prospection en Colombie, donc déplacement collectif. Et puis au retour de la mission, un entretien et un bilan avec votre conseiller référent Team France Export Normandie. Alors, quelques mots sur le programme prévisionnel sur place, avec une arrivée qui est prévue le 16 novembre en fin de journée à Bogota. Alors, le lundi 17 est un jour férié en Colombie, donc ça sera utile pour vous. Voilà, ça sera plutôt une journée d'acclimatation suite au déplacement de la veille et soirée libre. Le mardi 18, le matin, aura lieu le séminaire d'accueil de la délégation avec la remise du programme de rendez-vous, un point sur la situation économique du pays et également les recommandations sur la pratique des affaires. Et puis, l'après-midi est prévue la visite de sites d'intérêt à Bogota en coordination avec les partenaires locaux. Le mercredi 19, donc chaque entreprise va suivre son programme de rendez-vous individuel et vers 18 h se tiendra un cocktail networking de la délégation Normandie à la résidence de France avec les acteurs économiques locaux. Le jeudi 20, poursuite du programme de rendez-vous pour chaque entreprise sur Bogota ou autre ville. Et le vendredi 21, le matin, selon agenda, on vous propose une session de débriefing avec les équipes de Business France et un départ qui est prévu en fin d'après-midi. Retour sur Paris. Quelques mots également sur le budget et les prestations qu'on vous propose. Donc, en fait, on vous propose une prestation obligatoire au choix parmi les deux. Donc, si après, donc la première, c'est soit une prospection commerciale sur mesure qui est destinée aux entreprises souhaitant bénéficier d'un programme de rendez-vous sur mesure auprès de prospects qualifiés en Colombie. Cette prestation, elle comprend également les sessions collectives. Le montant est de 4 850 € par entreprise hors taxe. Et la deuxième prestation qu'on vous propose, consolidation des courants d'affaires à 2 650 € par entreprise. Et celle-ci s'adresse aux entreprises ayant déjà des contacts ou des clients et qui souhaitent uniquement profiter de la délégation normande pour participer au temps collectif. On vous propose aussi 1 ou 2 modules optionnels. Pierre, je te laisse peut-être détailler ces modules si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors la communication, on l'a pas dit, mais vous le savez, en Colombie, on parle espagnol, donc c'est extrêmement important d'avoir, une communication qui soit adaptée, y compris en termes de support, mais c'est pas que de la traduction, ça peut être sur de l'approche marché. Donc nous avons des collègues, en fait, au sein de la zone Amérique latine et puis avec le concours de l'équipe, on pourrait vous accompagner là-dessus. Et puis le suivi premium, alors c'est quelque chose aussi qui peut fonctionner. On a parfois, alors c'est ponctuel, mais des entreprises qui ont un petit peu de mal avec le suivi, c'est-à-dire elles ont rencontré des prospects intéressants et elles sollicitent le bureau pour les aider à entretenir la relation. Et donc on peut faire un suivi premium, c'est-à-dire qu'on se met d'accord en disant si vous êtes par exemple sur la filière industrie clean tech, Frédéric passe une journée par mois à votre service. Alors ça peut être 2 demi-journées ou réparties de manière différente, mais c'est voilà, vous aider pour qu'il puisse y avoir une concrétisation, une génération d'un courant d'affaires. Voilà les 2 modules optionnels. Merci Pierre. Voilà, et puis par participant supplémentaire par entreprise, 150 € en option également.
Merci Prune. Et les aides financières mobilisables sur cette mission. Donc, il y a le dispositif Impulsion Export mis en place par la région Normandie. Et le taux de prise en charge peut aller jusqu'à 50% des frais éligibles. Alors, les frais éligibles, c'est quoi? Ça peut être notamment donc, le coût de la prestation CCI Normandie, tous les frais logistiques, à savoir les hôtels, le vol, le billet d'avion, les frais de traduction, de plaquettes ou d'interprétariat. Et également l'assurance prospection proposée par la BPI France, qui couvre à hauteur de 65% des dépenses engagées dans le cadre d'une prospection à l'export. Donc, je vous invite pour ces aides à vous rapprocher de votre conseiller Team France Export Normandie parce qu'elles sont soumises à conditions d'éligibilité. Voilà, je vais un peu vite, mais c'est aussi pour laisser la place aux questions. On a encore peut-être un petit peu de temps et on va en profiter pour y répondre. Voilà, merci. Merci à tous. Oui, donc merci en effet pour votre patience. Effectivement, il y avait beaucoup de choses à dire et je crois que si vous n'étiez pas déjà convaincu, la Colombie est riche en opportunités et a besoin des entrepreneurs normands. Donc, si vous avez quelques questions, on peut en prendre certaines et autrement, on vous invitera à vous rapprocher de Béatrice ou de votre conseiller international. Je crois qu'il n'y a pas de questions, on a été très clair. Donc, on va... Ah, Pierre. Oui, juste peut-être un commentaire, mais la Colombie a pris la présidence de la CELAC et il devrait y avoir un sommet entre l'Union européenne et la CELAC. Donc, il est probable qu'il y ait en novembre, plutôt début novembre, une visite, alors soit du président de la République Emmanuel Macron, soit d'autorités, mais en tout cas, il y aura un focus sur la Colombie, comme il y a pu avoir un focus en fin d'année dernière sur le Chili et l'Argentine. Et ça, ce sera aussi important parce que ça montre, ça rejoint et je boucle ce que je disais en introduction, mais que l'Union européenne et singulièrement la France, avec l'Amérique latine et plus précisément la Colombie, on voit qu'il y a vraiment une fenêtre, un momentum d'opportunités sur pas mal de sujets sur lesquels on pourra s'appuyer parce que s'il y a cette dynamique globale, y compris en termes de communication, même si ça vous impacte pas directement, mais c'est toujours quand même positif pour nos interlocuteurs. Donc c'était juste un petit point. Et puis on échangeait avec Xavier aussi. Alors il me demandait un peu sur la présence de la Normandie en Colombie. On a un entrepreneur, notamment, c'est intéressant, qui propose du cidre, qu'il importe directement de Normandie. Qui est un jeune entrepreneur, sa marque c'est Torel avec un H, vous pourrez regarder, c'est très intéressant. Et autrement, on l'a dit aussi tout à l'heure, la Normandie a été, il y a eu plusieurs missions, je crois que c'est sous le contrôle de Béatrice, c'est 2017-2018 ou 2018-2019. Et donc, on a des collègues ici qui s'en souviennent de cette belle délégation qui avait été conduite. Et je finirai là-dessus, mais on a aussi des Normands à l'ambassade, y compris au service économique. On en a 2, puisque l'adjoint du chef du service économique est de Granville et l'économiste pour la région, il est d'Évreux. Donc, la Normandie est bien représentée, on vous attend. Voilà Xavier pour la page normande. Merci Pierre. En espérant encore une fois être nombreux à rejoindre, à découvrir ces opportunités de marché et puis que la présence normande soit donc renforcée, consolidée dans les prochains mois grâce à cette mission et grâce à vous et au rendez-vous que vous arriverez à organiser sur place. Voilà, merci bien.